depuis le début de la crise, on voit un peu deux types d'entreprises, quoi. Celles qui se disent oula, on essaie de gérer le quotidien comme on peut, en coupant un peu ce qui peut être coupé, etc. Et l'autre qui se disent tiens, c'est aussi le sujet finalement pour bosser des sujets moyen terme, et donc notamment le sujet du référencement naturel, parce que effectivement, en fait, les actions qui vont pouvoir être menées maintenant, elles pourront avoir des impacts, même cette période dont on n'a pas d'idée sur la durée, mais elles pourront aussi du coup avoir des impacts sur votre site, du coup post la période d'ici quelques semaines. Donc l'idée, c'était de profiter de cet instant de partage pour en fait vous faire un petit rappel sur des notions de base de SEO, vous montrer quelques exemples en fait sur ce qu'on fait avec des clients pour que ça soit très pratique. Et puis voilà, l'idée c'est surtout après que ça se transforme en moment d'échange, donc n'hésitez pas. Hop. Alors, l'idée, juste en une seconde, qui on est, nous. En fait, on est une sorte d'agence outillée, au sens où, en gros, on vous fait du conseil SEO, mais on essaie de le faire aussi au moyen d'un outil et d'une académie que je vous présenterai très rapidement pour, en fait, vous donner la main sur votre référencement. C'est-à-dire que l'idée, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est incubé au village aussi, c'est que notre point de départ, c'était de se dire, en fait, souvent les offres, en fait, sur le marché ne correspondaient pas forcément aux besoins des startups ou e-commerçants, marketplace, en tout cas de taille moyenne. Et donc, on a essayé d'adresser ce besoin-là en diminuant au maximum le conseil, en fait, en tout cas en l'optimisant, en automatisant du coup la période, la valeur ajoutée sur l'outil. Donc, là, je vous donne déjà la réponse, en fait, un peu de nous, de ce qui est le plus important d'après nous sur le SEO, c'est le focus sur le besoin client. C'est-à-dire, c'est tout bête, je vais vous montrer quelques exemples. C'est que le référencement, c'est en fait la demande. C'est qu'est-ce que tapent les gens dans Google. Donc, en fait, aujourd'hui, la chose dont on va le plus parler, c'est la recherche de mots-clés. C'est comprendre, en fait, comment vos clients peuvent vous trouver. Et je vous dis ça, c'est d'autant plus important qu'en fait, nous, sur notre expérience, ça fait 4 ans qu'on existe. Ce qu'on voit tout le temps, en fait, c'est que les sites sont très optimisés sur votre offre, ce que vous proposez, ce que vous savez faire, etc. Pourquoi vous êtes géniaux. Évidemment, il le faut, mais d'un point de vue SEO, il faut aussi se poser la question de comment on pense que telle ou telle page, en fait, va être accessible depuis un moteur de recherche. Et donc ça, c'est cette philosophie qui est importante à comprendre. Et je vous montrerai quelques exemples pour essayer de le comprendre. Le deuxième point, c'est regrouper les contenus par thème ou cocon. Donc ça, c'est le côté arborescence de site, en fait. C'est que si vous êtes un site e-commerce ou une marketplace qui vend, par exemple, des bars, des salles et des restaurants, comme c'est le cas de Privatiseur dont je vous parlerai rapidement, et en fait, l'idée, c'est que d'un point de vue référencement, c'est important qu'en fait, les trois univers soient bien distincts pour que Google arrive à comprendre que vous êtes bon dans chacun d'eux. Ensuite, on parlera rapidement du côté blog. En fait, très souvent, vous avez un blog et c'est un peu la foire fouille au sens où il y a un blog sur un WordPress à côté du site normal. Et puis, à la fois, il y a des articles qui parlent de la nouvelle arrivée, de la levée de fonds ou d'un sujet de fond en fait qui est très lié à ce que vous vendez. Et donc, on verra que ça peut être bien de réorganiser ça, notamment un split entre les contenus froids et les contenus chauds. Et puis ensuite, on verra rapidement le côté, au fait, qu'est-ce que c'est qu'une page bien optimisée pour Google, comment Google peut aimer vos pages, en fait, comment travailler son netlinking. Donc, la netlinking, c'est la réputation. Ça, c'est le côté, en fait, je vous montrerai un exemple de Teddy Bear. En fait, quand Teddy Bear veut se positionner sur le mot-clé matelas, il a un problème, c'est que même s'il fait la plus belle page du monde, la concurrence est très forte. Et ça, on verra que du coup, avoir ce qu'on appelle des backlinks, en fait, depuis les sites extérieurs, c'est hyper important. Et ensuite, je vous donnerai quelques suggestions d'outils gratuits pour vous permettre de démarrer. Voilà, alors focus sur le besoin client. Donc là, c'est ce que je vous disais en intro, c'est le côté, en fait, nous, ce qu'on constate, c'est que 90% de nos clients n'ont jamais fait d'études de mots-clés. Et donc, ils ont souvent des sites qui sont très orientés sur leur offre et pas sur la demande. Donc là, sur un exemple, ici, c'est un site qui n'est pas optimisé. Vous voyez ici, c'est une page produit de mocassins rouges, en fait, à lanière dorée, avec peut-être des talons de 7 cm. Et la personne a optimisé son site sur le nom de son produit. Donc, elle appelle ça des mocassins Marie. Sauf qu'en fait, dans la vraie vie, dans Google, personne ne tape mocassin Marie. C'est le cas si vous avez le modèle Nike Air Max ou si vous êtes Adidas pour les Stan Smith. Mais sinon, en fait, les gens recherchent un type de produit. Donc, soit des variantes de couleur, soit des variantes de qualité, ou etc. Mais pas en fait le nom de votre petit produit que personne ne connaît. Donc là, à droite, j'ai mis par exemple un site, lui, qui est optimisé sur, clairement sur ce qu'il vend. C'est-à-dire que là, qu'est-ce que c'est? C'est une housse de matelas allongée en mousseline de coton vert. Donc là, l'idée, c'est que ce qu'on envoie comme message à Google, c'est que quand quelqu'un cherche une housse de matelas allongée, donc en vert ou en mousseline de coton, et bien nous, entre guillemets, on a postulé pour ce mot-clé auprès de Google.
Là où cette page-là, en fait, Google, c'est pas qu'il veut pas vous aider, c'est qu'il n'arrive pas trop à comprendre de quoi vous parlez. Alors, vu qu'on parlait de mots-clés, l'idée c'est que, en fait, si vous êtes là en train de. Le but là, pendant les 50 minutes qui nous restent déjà, c'est que vous pensiez uniquement à votre site. Et donc, en fait, il faut qu'on distingue les mots-clés dits commerciaux. Là, c'est vraiment les mots-clés où l'utilisateur exprime une intention d'achat très claire. Après, il y a les mots-clés transactionnels. Donc ça, c'est les fameux top 10 meilleurs, donc le top 10 des bobounes à Paris ou le top 10 des karaokés, ou etc., qui sont des requêtes en fait, où l'utilisateur a déjà une intention très forte, mais c'est juste qu'il ne sait pas encore ce qu'il va acheter. Donc là, c'est important de se positionner là parce qu'en fait, on va le guider dans son processus d'achat. Puis après, il y a les mots-clés informationnels. Donc là, traditionnellement, c'est les fameux mots-clés liés au blog. Et c'est ce qui fait que souvent, on les laisse un peu mourir, ceux-là, parce qu'on se dit, oui, mais je ne sais pas trop s'ils vont apporter de la conversion. Ça me permet de partager mon article sur les réseaux sociaux, mais je ne sais pas trop ce que ça va donner. Donc l'idée, ça va être de séparer ça, parce que vous allez voir qu'en fait, on va après, en gros, les classer, ces mots-clés, pour se dire quel mot-clé va sur quelle page. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, à chaque fois, je parle de un mot-clé, une page. C'est parce qu'une règle de base du référencement, c'est que une page de votre site doit viser un et un seul mot-clé principal. Donc en fait, si par exemple, moi j'ai envie de me positionner sur agence SEO et sur outils SEO, j'ai besoin de faire deux pages différentes, l'une qui va viser agence et l'autre qui va viser outils. Pour avoir des idées de mots-clés, puisqu'on parlait en fait de comment vous aider, en gros, là, si vous pensez à votre site, il y a des petits outils. Tout de même, je vous enverrai évidemment la présentation après. Là, c'est un outil qui s'appelle Answers the Public qui pose des questions. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que Google se vend comme un moteur de réponse. Il adore qu'on lui pose des questions, notamment avec la recherche vocale. Donc en fait, là, en tapant chaussures femmes, là-dedans, donc vous pourrez taper le nom de votre entreprise ou enfin votre activité principale, on voit qu'il nous suggère tout un tas de questions. Quelles chaussures femmes avec un jean, quelles chaussures pour femmes enceintes, pour courir, quelles chaussures pour femmes grand pied, etc. Ça permet de bien comprendre en fait, et d'avoir plein d'idées sur qu'est-ce qu'on pourrait produire comme contenu qui serait utile à nos clients, parce qu'en fait, c'est des questions que les gens se posent. Je vous partagerai aussi les accès à notre académie. L'académie, en fait, ici, elle va vous montrer, c'est une académie, en gros, qui vous permet de vous former à la recherche de mots-clés et aux fondamentaux de l'optimisation on-page. Et donc, vous pourrez aller dedans et regarder, du coup, qu'est-ce que c'est qu'en fait un mot-clé, qu'est-ce que c'est que toutes les notions fondamentales de comment rechercher un mot-clé, comment chercher les mots-clés secondaires, comment comprendre si le mot-clé est transactionnel ou pas. Bref, ça donnera des détails à cette introduction qu'on vient de faire. Et il y a un dernier petit outil qui s'appelle UberSuggest, qui est gratuit également, qui là permet en fait d'avoir des suggestions et qui a un petit avantage par rapport à Answers the Public, qui est que en fait, il va vous donner les volumes de recherche dans Google. Donc les volumes de recherche, c'est la clé évidemment au référencement, c'est vous pensez à un mot-clé, type incubateur de start-up, si je m'appelle Le Village by CA, et vous vous demandez, mais est-ce que les gens le tapent en fait? Et ça va vous répondre. Donc ceux qui font du SIA, vous avez accès aussi au Google Keyword Planner. Et donc là, ce que ça vous dit, c'est que ce mot-clé est cherché 135 000 fois par mois. Donc du coup, ça permet de savoir qu'en fait, si on arrive à se positionner sur ce mot-clé, on va avoir énormément de trafic. Donc ça, c'est évidemment hyper important de bien comprendre, parce que selon vos activités, ce qu'on voit parfois dans le B2B, notamment quand vous êtes des startups, c'est que parfois vous êtes tellement en avance en fait sur le besoin client qu'il n'y a pas beaucoup de volume. Donc c'est vraiment le premier truc à faire, c'est comprendre est-ce que il n'y a pas trop de volume, mais que ça ne va pas être très concurrentiel, ou au contraire, par exemple, si vous vendez des chaussures, l'idée c'est super, il y a de la demande. Par contre, oulala, on va falloir se taper Sarenza, Zalando, Cdiscount et compagnie, donc ça ne va pas être simple. Donc voilà, ça c'est des petits outils pour vous donner des idées. Donc là, en fait, si vous avez un Excel devant vous, vous vous y servez en tout cas de UberSuggest et Answers the Public et vous commencez à drafter plein d'idées de mots-clés. Et après, l'idée, c'est qu'en fait, on va les regrouper en catégories pour bien comprendre donc, ce qu'on disait au tout début, à savoir les univers du site. Là, si vous voulez chercher d'autres idées de mots-clés, ce que j'aime bien, c'est profiter parfois si votre secteur s'y prête, des forums. Parce que sur les forums, en fait, donc vous tapez votre mot-clé, par exemple voyage Croatie plus forum, et vous allez avoir des résultats de toutes les questions que les gens se posent autour de votre univers. Et là, c'est formidable parce qu'en fait, ça vous fait tout un tas d'idées de mots-clés. Vous êtes sûr que vous répondez du coup à de la demande, puisque c'est des gens qui concrètement ont posé ça sur des forums divers et variés. Si vous avez un moteur de recherche interne, parce que vous êtes une marketplace ou parce que vous êtes un site e-commerce, parfois c'est absolument génial de regarder l'export de votre moteur de recherche. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment des pépites qui se posent dedans parce qu'en fait, vous allez avoir accès exactement à en fait, qu'est-ce que font vos clients là-dedans. Donc c'est l'équivalent
si vous voulez, votre moteur de recherche interne, si vous n'en avez pas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Search Console. Donc là, je ne sais pas si tous, en fait, ici, vous utilisez cet outil. J'imagine que peut-être 8 sur 10 utilisent Google Analytics parce que c'est la vie, et pas seulement pour le SEO. Par contre, ce qui est génial et qui est un peu moins utilisé, c'est la Search Console. La Search Console, en fait, c'est Google qui vous dit quels sont tous les mots-clés sur lesquels on vous trouve déjà. Donc moi, par exemple, en fait, ici, ce que j'ai dedans, et je n'ai rien configuré, c'est-à-dire que là, vous pouvez, en fait, à la suite de ce rendez-vous, vous pouvez aller dans votre Search Console et regarder exactement les mêmes informations sur votre site. Vous allez voir qu'en fait, là, sur les 3 derniers mois, moi, les meilleurs mots-clés que j'ai eus, c'est Google Suggest, Smart Keyword, moteur de recherche, balise métadescription, balise H1, balise alt, image, etc. Donc ça peut vous donner vachement d'idées sur, à aujourd'hui, à date, avant de faire la moindre optimisation, comment est-ce que les gens vous trouvent. Et ce qui peut être très intéressant, c'est de comprendre du coup à quel point les gens cherchent des choses parfois farfelues. Par exemple, ici, moi, comme j'aimerais bien être positionné, par exemple, sur agence SEO quelque chose, je vais filtrer sur tous les mots-clés en fait, sur lesquels qui contiennent agence, et je vois que les gens tapent agence SEO Paris, agence SEO Lyon, meilleure agence SEO, agence de référencement, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant. Il y a un autre point, alors ça demande d'avoir des outils, mais notamment nous on le propose évidemment, il y en a d'autres sur le marché, c'est que en fait l'idéal c'est que vous alliez regarder évidemment vos petits concurrents, parce que très souvent en fait si vous en avez, peut-être que eux ils ont déjà fait du boulot et auquel cas en fait ça va vous aider grandement. Donc là par exemple en fait je vais vous montrer ce qu'on fait dans notre outil. Donc là j'avais pris l'exemple de Teddy Bear. Je vais regarder le EMA qui est je vais être sympa. Allez, je vais pas être sympa. Je vais taper sur le résultat SEO. Hop. Et donc, en fait, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller regarder dans la recherche de mots-clés. Au lieu de faire ce qu'on a vu avec Ubersuggest ou Answers de Public, ce que je vais faire, c'est que je vais demander en fait à l'outil de me donner tous les meilleurs mots-clés de EMA. Et donc là, ce que ça fait, c'est qu'en fait, on va réussir à extraire toute l'information sur quoi ils sont positionnés. Alors, pour info, pour ceux qui se posent la question RGPD, etc., c'est pas un sujet. En référencement, en fait, ce qui est magnifique, c'est que tout est public parce qu'en fait, les mots-clés, il suffit de les taper dans Google et on voit qu'ils remontent. Donc du coup, ici, ce que je vois, c'est que voilà, je vois qu'en fait, Emma, il est positionné par exemple sur Protège Matelas, sur Oreiller Emma, sur Sommier, sur Matelas, mémoire de forme, etc. Et donc, si je me rends compte, si on se projette sur vos sites à vous, qu'en fait, c'est des mots-clés qui m'intéressent, et ben c'est parti, je vais en fait commencer à les travailler et à me dire, je les ajoute encore une fois à mon Excel, et du coup, ça va me donner tout un tas de choses à travailler. Donc voilà, ça cette première partie, c'était pour le côté, là on a ouvert un Excel et grâce aux quelques outils qu'on vient de voir, en fait on a rempli avec plein d'idées. Maintenant, l'idée c'est qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Comment j'arrive à partir de plein de mots-clés à en faire une structure de site qui fait sens? L'idée, c'est que ça, c'est un monde idéal. C'est qu'il ne faut pas oublier que Google, en fait, c'est un petit robot et que, en fait, le robot, il clique partout sur toutes les pages de votre site et qu'il essaie de comprendre, en fait, quelle est l'organisation du site. Donc, très souvent, comme toutes vos pages font venir vers la page d'accueil, le lien qui a le plus de poids, c'est votre page d'accueil. Et l'intérêt, c'est de structurer votre site avec différents univers, en fait. Là, par exemple, si je suis Sarenza, ça va être l'univers des chaussures. Et hop, là, j'aurai ici toutes mes pages produits. Et l'idée, c'est qu'en fait, les pages produits, elles vont être au niveau 3 ou 4 de la page d'accueil. Elles vont remonter en fait sur des mots-clés, ce qu'on appelle très longues traînes, donc très très spécifiques, comme on l'a vu tout à l'heure, des mocassins rouges avec lanière dorée, par exemple. Et en fait, l'ensemble de ces petites pages, elles vont faire remonter sur des mots-clés un peu plus concurrentiels qui vont être, par exemple, mocassin, escarpin ou escarpin doré. Et toutes ces pages-là, de proche en proche, elles vont essayer de faire monter de la requête encore plus concurrentielle qui va être chaussures femmes. Et l'autre nœud, ici, ça sera par exemple les robes. Et là, les vêtements, etc. Donc ça, c'est comment essayer d'avoir une belle structure de site pour que Google se dise « Ok, en fait, votre site, c'est juste un pape de cette thématique, parce que quand on parle de chaussures, il parle d'escarpins, il parle de ballerines, il parle de Converse, il parle d'Adidas, de Sam Smith, etc. Ok, lui, il sait de quoi il parle, je vais le faire remonter. » Après, alors, une fois que du coup vous avez des structures de site, l'idée c'est de comprendre est-ce que je dois faire beaucoup de mots. On entend souvent le côté, mais est-ce que je dois faire 300 mots, 500 mots, 1000 mots, etc. Là, l'idée c'est de bien comprendre en fait que ça dépend du type de page sur lesquelles vous voulez vous positionner. Si c'est des pages de contenu, très souvent évidemment le contenu prime et donc en fait il va falloir faire des articles un peu quali. Par contre, quand c'est des articles de site e-commerce, le contenu c'est souvent moins le sujet, c'est plutôt avoir des beaux produits et faire en sorte que ça convertisse. Parce qu'on n'est pas là juste pour avoir du trafic, on est là pour avoir du trafic qui convertit. Après, là, c'est petite dépendance côté marketplace.
Côté Marketplace, on s'était rendu compte, par exemple, qu'avec un client qui s'appelle WeHelp, qu'en fait, les gens cherchaient des aides à domicile dans le 15e à Paris. Donc, on a fait plein de pages, agence aide à domicile Paris 15, Paris 14, Paris 13, etc. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que pour chacune des pages, on a essayé de la thématiser au maximum sur à la fois l'aide à domicile et à la fois Paris 15. Parce qu'en fait, ce que Google adore par rapport à une requête donnée, c'est qu'en fait, la page réponde pile au besoin. On a dit un mot-clé, une page. Ben voilà, si le mot-clé est très précis, il faut donner une réponse très précise. Donc, il faut lui prouver qu'en fait, on est les meilleurs dans les aides à domicile et à Paris 15. Et donc là, on pourra en parler peut-être si vous avez aussi des questions juste après. On essaye en gros de customiser la page au maximum sur Paris 15. Donc là, on va donner par exemple des exemples d'aide à domicile qui nous aident dans le 15e. On va donner l'histoire d'Abdelkrim qui a été accompagnée dans le 15e arrondissement aussi. Et puis on va peut-être donner par exemple des informations pratiques de Paris. Donc là, le côté, en fait, si on parle d'aide à domicile, c'est peut-être logique de parler de centres médicaux ou d'activités culturelles. On a fait la même chose avec un client qui s'appelle Olibi, donc c'était Yoga Paris 15. Alors, je vais peut-être m'humilier parce qu'on était premier à un moment, je ne sais pas si on l'est encore. Ouf, on l'est encore. Donc là, c'était pareil, c'était des cours de yoga. Et donc là, on essaie d'expliquer que nos cours sont évidemment incroyables. Donc on envoie toutes les raisons de le faire chez nous. Et puis, il y a le planning des cours à réserver parce qu'évidemment, on est là surtout pour faire de la conversion. Et puis en bas de la page, en fait, on va faire en fait tout un petit texte qui dit voilà des exemples en fait de profs à Paris 15, voilà des conseils pour se sentir bien dans le 15e, avec des exemples de parcs, de là où bien manger sainement, etc., ou de salons de beauté. Donc voilà, là l'idée c'est vraiment de comprendre du coup une fois qu'on s'est dit je veux faire ces pages parce qu'en fait elles correspondent à des mots-clés qui sont cherchés, et comment faire des pages parfaites. Un super exemple, moi un de mes sites préférés c'est Evaneos, quand on parle de cocon sémantique, parce que Evaneos en fait là où c'est absolument magique, c'est que en fait ils ont énormément de destinations, donc leur site pourrait être hyper compliqué sur le papier, mais en fait il est hyper simple. En fait, ils ont la page Voyage Croatie qui va être le mot-clé le plus concurrentiel, évidemment. Et pour toute la Croatie, en fait, ils vont avoir tout un tas de pages de plages paradisiaques, de road trip, d'îles paradisiaques, de que voir, de guides de voyage, etc. Et donc, c'est tout un tas de pages. Et vous voyez, si on regarde les URL, tout est en fait dans le nœud Croatie. Et après, il y a le voyage, les informations pratiques. Là, c'est le vocabulaire. Et donc, on a tout le temps, en fait, tout un tas de vocabulaire lié à la Croatie. Et puis en plus, là où ils ne se sont pas oubliés, c'est que sur chaque page, évidemment, ils nous proposent du contenu marchand. Donc ça, c'est tout l'enjeu pour ceux qui se posent la question de est-ce que je dois faire un blog ou pas, oui, non. C'est le côté comment est-ce que je peux amener les gens sur mon site, même si au départ, ils n'ont pas encore une idée d'achat. C'est-à-dire que quand je tape dire bonjour en croate, je ne suis pas en train d'avoir la carte bleue à la main pour acheter mon billet. Par contre, c'est quand même assez possible que j'aille en Croatie dans les semaines qui viennent. Donc c'est le moment de me capter. Parce que je ne vous apprends rien. Après aussi, quand il est venu sur votre site, vous allez pouvoir faire du retargeting. Donc que ce soit via AdWords, via Facebook, via Criteo. Donc en fait, quelque part, même s'il est venu sur un mot-clé édito, on va pouvoir après lui envoyer des messages sur d'autres canaux en lui disant qu'on est géniaux. Tiens, je vois qu'il y a un petit QNR. De faire le plus de pages possible ou bien des articles plutôt. Ah, oui, alors j'y viendrai. Je vais vous montrer en fait typiquement ce que j'ai fait sur WordPress. Alors moi sur mon site par exemple, ce dont je me suis rendu compte, je vais vous montrer en fait à la fois l'Excel, parce que depuis tout à l'heure je vous parle d'un Excel, et et en fait de comment je l'ai mis en place dans l'outil. Hop. Donc, depuis tout à l'heure, ce qu'on dit, c'est on va créer un Excel et on va mettre tous les mots-clés qui paraissent importants et on va faire une structure de page qui nous paraît importante. Moi, quand j'ai fait mon étude de mots-clés, ce dont je me suis rendu compte, c'est que les gens, en fait, tapaient, il y avait très peu de mots-clés finalement transactionnels. C'est-à-dire que les gens, quand ils cherchent du SEO, ils cherchent une agence, ils cherchent un consultant, ils cherchent peut-être une formation ou un outil, mais pas grand-chose de plus. Alors que par contre, il y a énormément de recherches sur, par exemple, ce que c'est qu'une balise titre, une balise métadescription, une balise H1, etc. Et en fait, ça, je me rends compte que quand quelqu'un tape balise H1, il n'est pas là pour acheter, il est juste là pour se renseigner. Alors que quand quelqu'un tape agence SEO, là, potentiellement, c'est qu'il a la carte bleue à la main. Donc, comment j'ai structuré le site en fait? Et moi, c'est un WordPress de base. Donc, j'ai ma page d'accueil classique, on explique qu'on est géniaux comme tout le monde. J'ai ma page de tarifs, ma page de client qui dit qu'ils forcément ils sont tous contents. Et par exemple, ma page de client, c'est une page type où on dit
En fait, je vais juste expliquer que je suis génial. C'est pas vraiment une page SEO, ça. Et c'est pas grave. Il faut bien qu'il y ait des pages en fait qui soient juste là pour apporter de l'information. C'est-à-dire que cette page, personne n'arrive à dessus depuis Google. L'idée, c'est plutôt que si quelqu'un arrive sur mon site en tapant agence SEO et qu'après il se balade, et ben que j'améliore ma conversion. Donc là, si quand il peut lire ça et se dit ben ah ouais, oh, ils ont l'air forts, et ben c'est super. Et ensuite, j'ai séparé en fait, vous voyez, mes mots-clés transactionnels et mes mots-clés édito en deux. Donc j'ai fait des pages prestations. Par exemple, la page outils SEO, là pour vous répondre dans WordPress, c'était une page en fait page, c'est pas un article. Là c'est une vraie page parce qu'en fait c'est une page transactionnelle, quoi. J'ai voulu mettre des call to action, j'ai voulu expliquer que j'étais super, etc. Par contre, en fait, concernant les articles, là j'ai fait un peu différemment. J'ai dit, ben, par exemple dans le SEO on page, il y a des balises H1, des balises titres, comme on venait de voir, et là, c'est des articles. Et là, il y a autant d'articles en fait qu'il peut y avoir d'idées. C'est vraiment un pur article de blog. Donc, vous voyez ici, en fait, quand la personne arrive là-dessus, j'ai pas d'autre but en fait que de lui donner l'information pour laquelle il est venu. Et en fait, je vais pas faire de vente là-dessus. Par contre, ce que je vais peut-être faire, c'est que je lui ai proposé ici peut-être de télécharger la version PDF de l'article. Il y a une petite vidéo. Là, vous ne le voyez pas, mais dans 30 secondes, en fait, il va y avoir un petit pop-up qui propose un livre blanc sur comment optimiser son SEO on page. Et en fait, quelque part, comme on disait, je vais aussi lui faire du retargeting, c'est-à-dire que quand il va aller après sur LinkedIn ou sur Facebook, je vais lui dire, au fait, on propose aussi un outil ou du conseil. Donc c'est pour ça que c'est important en fait voilà, là, de faire des articles qui vont bien correspondre à un besoin, quand bien même ce n'est pas un besoin d'achat immédiat. Dernier point là-dessus, ici vous voyez, je l'ai mis sur mon site et pas sur mon blog en fait. Pourquoi? Parce que en fait, c'est des articles froids. C'est-à-dire que ça sera le même article dans 6 mois ou dans 1 an ou dans 2 ans, même si je vais peut-être le mettre à jour. Donc si je veux faire des articles pour dire super, Smart Keyword organise un webinaire avec le village d'ICA, en fait, ça c'est peut-être ça a vocation à vraiment effectivement être sur un blog, c'est du contenu chaud, mais c'est pas le contenu guide qui lui doit être en fait hyper bien mis en place à côté du site. Là, je vous donne un exemple du coup de ce qu'on avait fait avec un client qui s'appelle Teddy Bear, qui voulait se positionner sur la page oreiller. On s'est posé la question de comment est-ce que les gens faisaient des recherches à propos de l'oreiller. Et ben, en fait, quand on achète un oreiller, on cherche comment le choisir, comment l'entretenir ou quels sont les accessoires. Et donc, comment le choisir, il y avait la composition, la matière, la forme, la position, etc. Et donc là, c'est exactement le même sujet. C'est, je veux faire une page sur composition oreiller, sur matière oreiller, etc. Et ça va permettre en fait de se positionner. Je vais vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. Sur tout un tas de mots-clés liés à la thématique de l'oreiller. Donc là, c'est vraiment que de l'édito. Et en fait, on voit que la page entre guillemets maman dans l'arborescence, c'est la page oreiller où là, c'est une page produit. Et évidemment, sur la page produit, l'objectif là, c'est de vendre, vendre, vendre. C'est pas de faire du contenu. C'est que cette page, notre seul intérêt, c'est que le taux de conversion soit élevé. Donc voilà, hop. Ça, du coup, je vais passer vite parce qu'en fait, je vous l'ai déjà un peu montré. C'est que parfois, en fait, côté SEO, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut faire du contenu, il faut faire du contenu. Donc là, Greenwiz, qui est un site qui explose en ce moment, évidemment, avec la période actuelle, l'idée, c'est qu'ils veulent vendre des laits infantiles bio. Sauf que côté SEO, on est toujours un peu lourdingue, on dit il faut faire du contenu, il faut faire du contenu, sauf que sur un site e-commerce, on veut surtout que la personne achète. Donc comment faire? Potentiellement, ce qu'on peut faire ici, c'est que vous voyez, au-dessus des produits, ils nous ont fait un guide d'achat, tout savoir sur le guide de l'infantile bio, et il y a l'article à côté qui va venir nous raconter tout ce qu'il faut faire pour s'optimiser dessus. Et donc là, on aura un vrai article édito, etc. Et cet article, il va pouvoir se communiquer évidemment sur les réseaux sociaux et sur tout un tas d'autres canaux. Hop. Et voilà, là, ça paye, c'est un exemple, en fait, c'est un screenshot de l'outil qui montre en fait comment le positionnement de vos mots-clés évolue. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on va choisir les mots-clés, ce qui nous intéresse, c'est évidemment de savoir si ces mots-clés, en fait, ils gagnent des positions dans Google pour qu'ils nous apportent de plus en plus de trafic et de plus en plus de sous in fine. Ah, maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une page bien optimisée? C'est-à-dire qu'en fait, Google, évidemment, son algorithme est secret, on ne saura jamais ce qu'il y a dedans, etc. D'ailleurs, lui-même ne le sait plus depuis qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, il nous donne quand même des billes en fait, pour nous aider. C'est-à-dire qu'en fait, il nous dit, vos pages HTML, moi, j'arrive à les comprendre si vous les structurez de telle ou telle manière. Donc, on va essayer de voir, du coup, qu'est-ce que c'est que cette manière-là. Là, pour ça, on a fait un petit plugin gratuit que je vous enverrai également, qui permet en fait sur n'importe quelle page de regarder en fait si le contenu est optimisé.
Donc, je vous fais un exemple en live. Ici, on était sur le lait infantile bio. Je vais cliquer ici sur le petit plugin Chrome et ça va faire l'analyse en fait, de la balistite, la balise métadescription, etc. Donc, la balistite, c'est ce qui s'affiche ici. Et c'est la balise la plus importante en référencement, en fait, parce que c'est comme ça que Google se dit de quoi parle cette page. S'il doit vraiment résumer en une phrase, cette page, en fait, elle postule à la requête lait infantile bio. La métadescription, c'est le petit texte qui s'affiche en dessous dans les pages de résultats de Google. Donc ça, l'idée, c'est souvent d'essayer d'être sexy, parce que en fait, si vous arrivez enfin à bien vous positionner, l'idée, c'est qu'on a envie de faire en sorte que les gens cliquent. Donc là, vous voyez, je vais vous montrer un exemple sur chaussures femmes qu'on avait donné tout à l'heure. Vous allez voir, c'est un peu risible à quel point tout le monde optimise ses balises title de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde, dans sa balise titre qui s'affiche ici, met exactement le mot-clé en fait, qui a été tapé. Parce qu'en fait, c'est tout bête, on s'est rendu compte que Google avait, dans l'algorithme, non seulement la balise titre avait une forte pondération, et en plus, en fait, si elle contient bien les mots-clés, eh ben, ça lui donne un petit plus. Donc tout le monde commence en fait même par pile le mot-clé. Vous voyez, chaussure femme, et ensuite tout le monde y va de son petit argument commercial. Donc là, c'est de la livraison gratuite. L'autre, c'est un grand choix. L'autre, c'est voilà, il dit que c'est des escarpins, des bottes, des baskets, etc. Et la métadescription, c'est le petit texte en dessous pour dire en fait que c'est génial. Là, ici, on dit découvrez une collection, plus de 1500 marques. Là, ici, on a la livraison et retour toujours gratuit. Donc là, l'idée, c'est d'être sexy au maximum pour que les gens cliquent une fois qu'ils vous trouvent. Après, on a la balise H1. Donc la balise H1, c'est le texte un peu principal de la page. C'est cette chose-là. Et cette balise H1, en fait, c'est hyper important qu'elle contienne bien le mot-clé visé. Parce qu'en fait, c'est le deuxième élément le plus important après la balise titre. Donc, il faut bien confirmer à Google qu'il est au bon endroit. Donc voilà, ça fait quelques petits éléments qu'on regarde. Et si je vous montre, en fait, par exemple, comment... alors là, évidemment, c'est mon outil, mais dans l'idée, hein, vous pourriez le faire sur en fait, tout un tas de choses. L'idée, c'est que là, je vous montre, du coup, c'est sur mon étude. Et si je prends, en fait, je vais regarder par exemple, donc j'ai fait un article sur Google Trends. Je vais vouloir voir si mon article est bien optimisé. Ce que je regarde ici, c'est donc en fait, l'outil me dit, est-ce que ta page est bien optimisée? Donc, est-ce que ta balise titre est optimisée ou pas sur ce mot-clé? Donc là, il me dit, ta balise titre, elle contient bien les mots-clés Google Trends. Super. Ensuite, est-ce que ta balise H1 est bien optimisée? Par contre, il me regarde aussi, donc là, il me dit qu'elle est bien. La structure générale, il me met un warning. Parce que là, par exemple, il voit que j'ai des H4 un peu tout pourris. Donc, si vous ne savez pas encore ce que c'est qu'un H4, là, on ne va pas avoir le temps tout de suite d'en discuter, mais en gros, la structure H1, H2, H3, c'est la façon pour Google de comprendre en fait votre page web, c'est comme un document Word, c'est comment est-ce qu'elle est structurée. Et donc là, ici, ça va permettre de dire, voilà le plan de mon article, c'est le plan de mon document Word. Et puis après, je vais aussi avoir les questions qu'on se posait tout à l'heure, à savoir, est-ce que la taille de mon contenu est bonne? Parce qu'en fait, ce qu'on va dire, c'est que le référencement, en fait, c'est que du relatif. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise taille d'article, il y a juste qu'est-ce qu'ont fait les autres et du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse moi. Donc, on va toujours regarder quelle est un peu la moyenne sur la première page. S'ils ont fait 500 mots et que j'en ai fait 800, je suis super. Par contre, si tout le monde en a fait 2000, ça risque d'être juste si j'en fais 300. Donc voilà, l'idée c'est qu'on regarde en fait les quelques éléments, si vous voulez, pour en fait essayer de comprendre en 2 secondes si côté contenu, il y a des choses particulières à faire. Après, je prends un tout petit peu d'avance du coup sur la partie netlinking. La partie netlinking, c'est le côté, est-ce que en fait, je vais pouvoir me positionner d'un point de vue réputation de mon site? Parce que Google en fait fait très attention à ce que, en fait, il positionne des sites qui ont une belle réputation. Et là, mon problème ici, vous voyez, c'est qu'en fait, tous les gens qui sont devant moi, ils ont donc ce qu'on appelle un domain authority, c'est une échelle de 1 à 100 sur, en fait, plus on est fort, plus on est vers 100. Et du coup, des sites comme Facebook, Wikipédia, etc. sont entre 90 et 100. Vous voyez qu'en fait, c'est Google et qu'ils ont tous un domain authority à 95. Et moi, j'ai un petit domain authority tout pourri à 35. Et donc, en fait, j'ai un sujet là-dessus parce que mon autorité ne va pas être assez forte. Et donc, ça peut me donner des idées sur zut. Là, il va falloir que je travaille ma réputation sur ce mot-clé, quand bien même mon article sera déjà génial. Parce que, un peu comme pour l'article oreiller de Teddy Bear, il ne suffit pas de faire un bel article, ça tout le monde va le faire. Il faut aussi du coup qu'il ait du poids. Louis, Oui. il y a quelques questions. Allez, et ben on est je vais parti. peut-être commencer à les prendre, je regarde en même temps, Oui. l'heure. Notamment une question de Eric qui nous dit, lorsque tu crées ton site, quel est le travail que tu dois faire en amont pour t'assurer la reconnaissance du site?
Alors, donc, ce qui est super en fait avec Google, c'est que c'est un sniper. C'est-à-dire que lui, ce qu'il fait toute la journée, c'est aller crawler le plus de pages possible. Donc, dès que vous allez lancer votre site, a priori, il va arriver à le trouver d'une manière ou d'une autre. Donc, avant de le lancer, normalement, si vous voulez, moi, le premier truc que je vais faire, c'est mettre Google Analytics dessus pour savoir un peu le trafic qui va apparaître dessus et peut-être le trafic de référencement. La Search Console, je vais tout de suite la lancer également, c'est-à-dire que lui, il log les informations dans tous les cas, mais il faut se créer un compte quand même sur la Search Console. Il faudra lui prouver qu'en fait, c'est bien notre nom de domaine, mais ça prend 2 minutes. Et je dirais, parce que c'est des cas qu'on a beaucoup, c'est qu'avant de le créer ou avant de faire une refonte, du coup, ce qu'on aime bien faire, c'est prenez le temps de faire un Excel avec le plan du site. C'est-à-dire le côté, vous voyez, moi quand j'ai fait agence SEO, j'ai vu aussi qu'il y avait des requêtes agence SEO avec une ville. Quand j'ai vu type de référencement, j'ai vu que les gens cherchaient du référencement sur YouTube, sur mobile, sur local. Et donc ça me permet d'avoir la structure du site. Et ça, ce qui est super, c'est qu'en fait, globalement, votre site, il va être figé sur 18 à 24 mois, quoi. Parce que ça ne change pas tous les jours. Donc, ayez bien la bonne structure. Comme ça, ensuite, quand vous vous dites, est-ce qu'il faut que je fasse un WordPress, un PrestaShop, un Wix, un WheezyShop, etc., vous aurez déjà un peu tous les arguments de est-ce que vous avez besoin d'édito ou pas, est-ce que vous avez besoin de faire un blog séparé ou pas, etc. Et une autre question de Bérangère, mais j'ai le sentiment que tu y as déjà un petit peu répondu, mais je te laisse réagir. C'est quelles sont les étapes d'un bon audit SEO? Alors, l'audit SEO, du coup, on commence toujours, enfin nous en tout cas, par l'étude de mots-clés. Pourquoi? Parce que on n'a pas arrêté de parler de ça, enfin surtout moi, depuis tout à l'heure, c'est le côté, vous pouvez avoir un site qui est parfait techniquement, si votre site est optimisé sur aucun mot-clé, il ne sert à rien. Donc, la première étape, en fait, c'est je fais l'étude de mots-clés, j'arrive à cet Excel, et en fait, ce que je fais, vous voyez, dans cet Excel, c'est que j'essaie de voir si j'ai des pages en fait qui correspondent. Donc là, je vais voir en fait si j'ai des pages qui correspondent bien, parce que j'ai dit que je voulais te positionner sur Audit SEO ou sur Outils SEO. Est-ce que j'ai bien une page qui se positionne dessus? Sinon, ça veut dire que déjà qu'il va falloir que je la crée. Donc en fait, ça me donnera une idée déjà sur la to-do à faire d'un point de vue création de page ou optimisation des pages existantes. Et ensuite, dès que la recherche de mots-clés est faite, on va faire l'analyse technique et l'analyse donc de netlinking. Donc l'analyse technique, quelque part, ça va être un peu ce qu'on a dit là, c'est-à-dire que je vais regarder notamment via le plugin, mais aussi via tout un tas d'autres méthodes. Je vais regarder par exemple, tiens, cette page n'a pas de balise H1, c'est pas bien. Donc je vais relever toutes les balises en fait qui n'ont pas de balise H1, etc. Je vous montre en un mot à quoi ressemble par exemple très très vite. Un audit, en fait, on va lister, je ne vais pas perdre de temps dessus, excusez-moi, on va lister en fait tout un tas de choses en fait de ce type, donc les balises titres, les balises H1, par exemple le page speed, est-ce que votre site va lentement, est-ce que votre site est responsive, donc il y a tout un tas d'audits, d'étapes à tourner, et ensuite l'audit de réputation. Donc là, la réputation, c'est hyper important parce que ça va être le côté, votre site est techniquement parfait, par exemple c'était le cas de Tedibert, mais on veut se positionner sur Matelas, et quand on met Matelas, on se rend compte en fait que qui sort les plus gros sites français. On se rend compte qu'en fait, je vais avoir en fait Maison de la Literie, Cdiscount, But, Conforama, etc. Donc c'est l'enfer. Et donc là, le fait de faire l'audit de netlinking, ça permet de me dire, ok, il va falloir que je fasse ou pas des efforts en réputation. On a des clients, par exemple, je vous ai parlé d'Olibi tout à l'heure. Olibi dans le yoga, c'était très faiblement concurrentiel, donc on ne s'est pas embêté une seconde à faire du netlinking. Donc voilà, en un mot, l'audit, c'est de l'étude de mots-clés, netlinking et technique. Et comme ça permet de se fixer en fait le plan d'action sur en gros souvent les 6 mois qui viennent. Et ça permet aussi de ne pas mettre du budget ou du temps sur des choses qui ne sont pas forcément d'intérêt. Merci Louis. Une autre question, est-il toujours pertinent d'avoir un blog d'un côté, un site commerçant de l'autre? Alors semble-t-il sur ton site, en tout cas, tu as 2 sites en un qui incluent des articles de type blog et édito. Oui, alors là l'idée c'est que c'est de distinguer le contenu froid et le contenu chaud. C'est-à-dire que moi par exemple j'ai très peu de contenu chaud sur par exemple des actus type si je veux dire Smart Keyword va être présent au salon Paris Retail Week qui a évidemment été annulé. Donc là je pourrais encore avoir un blog séparé pour effectivement de l'actualité. Par contre, en fait, sur le contenu on va dire le contenu froid qui ne bouge jamais, c'est vrai que j'aime bien l'avoir sur le même site en fait parce que, alors c'est un tout petit peu technique, mais d'un point de vue maillage interne et optimisation de la conversion, c'est mieux. C'est-à-dire que je vous montre 2 exemples en fait parce que c'est ce qu'on travaille aussi avec notre client privatiseur, c'est qu'ici je suis sur balise H1.
Donc la personne, elle est arrivée ici, elle voit que j'ai d'autres articles, ok, mais ça pourrait être sur un blog, mais elle voit aussi mon call to action, demander une démo, connexion, elle voit tarif, client, peut-être que du coup, elle va se balader ici. Et du coup, peut-être qu'elle va se rendre compte que je fais autre chose. Là, par exemple, avec Privatiseur, donc Privatiseur, ils font de la réservation de bars, salles et restaurants à Paris, et ils font des articles de blog sur un blog séparé. En fait, ici, du coup, ils ont leur blog, c'est un WordPress ultra classique avec comment bien fêter ses 25 ans. Et donc, vous voyez, ils mettent des call to action vers le site pour dire, voilà où le fêter, etc., etc. Mais c'est vachement moins puissant parce qu'en fait, le header, le footer, la barre à droite, tout ça, en fait, on n'est pas dans le template du site. Donc, c'est un peu moins fort côté conversion. Par contre, souvent, en termes de comment je démarre quand je veux mettre le pied à l'étrier, les gens aiment bien le séparer parce que en fait, ça permet aussi d'avoir un blog sur WordPress à côté qui est facile à maintenir, on ne peut rien casser sur le site et c'est pas rien comme contrainte. Donc, moi, je dirais, c'est un super premier pas. Mais après, si vous avez le temps et l'énergie, ça peut être super de se poser les questions. Qu'est-ce qui est vraiment des articles de blog et qu'est-ce qui mérite d'être intégré sur le site? Alors, une autre question de Lorraine qui pose la question de savoir s'il est possible d'avoir directement sur WordPress le SEO. Alors, sur WordPress, il y a un plugin qui est super, que tout le monde adore, qui s'appelle Yoast. En fait, ce que ça vous permet de faire, vous savez quoi, on va être très transparent, on va y aller ensemble, comme ça vous le verrez tous. Toc. Donc, moi, c'est un WordPress. Hein. Donc, j'espère juste que mon mot de passe n'est pas non plus complètement public. Hop. Donc Yoast, en fait, ce que ça permet de faire, là où c'est pas suffisant, c'est qu'en fait, on va donner un mot-clé, il va nous dire si notre page est optimisée sur ce mot-clé. Le problème, c'est que Yoast ne sait pas si ce mot-clé est pertinent. Donc ça va être un peu la limitation. Par contre, ce qui va être super, c'est que vous voyez, là, je vais aller dans mes articles, je vais retrouver par exemple mon article sur la balise H1, et je vais vous montrer ce que Yoast permet de faire. Hop. Hop. Donc là, je suis vraiment au cœur du réacteur. Hein. Je suis dans WordPress, je ne suis pas sur un outil SEO à part. J'ai mis tout mon texte et tout ça. Et quand j'ai activé le plugin Yoast, là, ça rame un peu. Voilà. Parce que ça me permet ici d'avoir touk. Excusez-moi, ça rame un petit peu. Hop, ça arrive. Donc là, il y a mon contenu que vous avez vu tout à l'heure. Hop. Je scrolle gentiment, excusez-moi. Hop. Voilà, là j'ai Yoast SEO, donc Y-O-A-S-T, hein, si vous voulez. Et là, ce que ça me permet, c'est de modifier. Il me donne tout un tas de suggestions sur est-ce que mon titre est bien optimisé, est-ce que mon balise H1 est optimisé, etc. Donc là, vous voyez, par exemple, en cliquant ici, il va me permettre en fait de modifier mon titre ou ma métadescription et de voir en direct à quoi ça va ressembler sur Google. Donc là, si je dis par exemple balise H1, le guide ultime pour le webinaire, je vois qu'en fait ça change ici. Et du coup, si c'est rouge, là je vois que c'est rouge parce que ça va être trop long, ça va être coupé. Si c'est vert, c'est que c'est tout bien. Donc ça permet déjà de faire les fondamentaux assez simplement. Donc clairement, je vous recommande à tous d'utiliser Yoast. Moi, vous voyez, j'ai mon propre outil et je conseille des clients toute la journée. Mais sur WordPress, Yoast, c'est très cool. Allez, Véronique nous pose la question de savoir comment dire à Google que notre site est passé en HTTPS. Alors, comment lui dire, le coquinou? L'idée, c'est qu'en fait, donc l'outil de base pour parler à Google, c'est la Search Console. Donc, en fait, là, l'idée, c'est que quand vous allez dans votre Search Console, vous aurez le nom de votre site ici, et vous pouvez, par exemple, lui suggérer des sitemaps ou des nouvelles pages. Si vous mettez une nouvelle page ici, il va aller l'analyser et il le verra tout de suite. Donc, ce qui peut être bien quand vous passez en HTTPS, c'est en fait d'avoir ce qu'on appelle un plan de redirection de toutes les URL avant le HTTPS et après, et de lui soumettre ça dans ce qu'on appelle un sitemap qui va lui permettre en fait de crawler et de comprendre bien quelle était la page d'avant, quelle est la page d'après, et donc de voir en fait si c'est bien tout optimisé. En un mot, si vous faites rien, il va s'en rendre compte tout seul.
L'idée, c'est que si vous lui en parlez dans la Search Console, vous allez peut-être gagner du temps et accélérer la prise en compte. Mais Google, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il ne vous a jamais demandé l'autorisation pour aller voir votre site. Il passe son temps à aller voir votre site. Donc du coup, voilà, souvent ils s'en rendent compte tout seuls. L'idée, c'est que quand vous faites la migration, il faut faire gaffe à ne pas perdre de trafic et donc à faire en sorte que ce soit du coup bien fait. Et donc la Search Console, ici, ça va vous permettre de regarder et de voir après dans les alertes si justement il s'est bien rendu compte que vous aviez des nouvelles pages, etc. C'est-à-dire là, par exemple, dans la couverture, il va vous indiquer s'il y a des pages en 404, s'il y a des pages avec des redirections, et ça vous permettra du coup de bien voir si ça se passe bien. Une question de Thomas, qui travaille dans une petite start-up. Oui. En tout cas, c'est comme ça qu'il a décrit, sur le sujet de la formation. Alors, il cherche à lutter efficacement contre les mastodontes et cherche donc à se positionner sur des mots clés intéressants qui va ramener du trafic et notamment du trafic sur sa première page. Donc, il cherche à savoir comment faire. Attendez, la formation SEO, du coup, c'est ça, pardon? Non, il travaille sur un sujet, c'est une startup qui est dédiée, qui est spécialisée dans le monde de la formation. Et aujourd'hui, voilà, il cherche à savoir comment remonter finalement au travers de mots intéressants pour ramener du trafic sur son site-là. Alors, donc j'ai entendu aussi que c'était une petite start-up. Donc ça, oui, alors, tout est dit là-dedans. C'est qu'en fait, si on a beaucoup de budget, par exemple, Teddybear est un client il était face à des mastodontes, mais il avait un peu d'argent quand même, parce qu'il avait fait une belle levée de fonds. Donc ça permet en fait de mettre un budget de netlinking qui permet, alors pas de rivaliser, mais en tout cas de dire et les gars, j'existe. Et souvent on va y arriver en fait parce que on va être vachement plus niche que les autres. Donc dans le cas de Teddybear, l'idée c'est que ils vendaient des matelas, mais eux ils vendaient que des matelas. Alors que les concurrents, en fait, ces discounts, ils vendent la terre entière. Et donc là-dessus, on peut être meilleur en fait en faisant un contenu qui va être 100 fois meilleur que ce que font les autres. Je vous montre en fait ce qu'a fait Teddybear. En dehors des aspects netlinking, ce qu'on avait fait, et au début ça avait suffi pour être en première page, c'est donc que là c'est la page matelas où on a bien compris tout ce qu'ils cherchent, c'est à vendre. On avait fait donc le cocon sémantique dont on a parlé au tout début du coup de fil. En fait, vous allez voir en bas de page, là, il y a un lien vers l'incroyable guide du matelas. Et en fait, ça fait un lien ici vers tout un guide où là, on est en train d'expliquer qu'est-ce que c'est, en fait, quand changer de matelas, comment bien choisir son matelas, la fermeté, l'épaisseur, etc. Et sur chaque mot-clé, en fait, il y a une page voilà, sur l'épaisseur du matelas. Alors, ça paraît lourdingue, hein, mais en fait, tout ça, c'est des vrais articles qui ont été travaillés, etc. Et ça, là où ça va changer complètement, c'est que, si vous voulez, Google va se dire, OK, c'est un petit site, mais waouh, il a l'air de savoir de quoi il parle, et en fait, ça a l'air d'être un pape dans son domaine. Ça va être vraiment ça, Marocco, il va falloir lui montrer que c'est nous les boss. Parce que, par rapport à ces discounts, si je prends la page matelas de ces discounts, en fait, vous voyez, la page va être très bien ici. Par contre, en fait, il est nul en édito. Et c'est normal. En fait, Cdiscount n'aura jamais le temps de faire tout ça. Donc, il va se positionner, un, parce qu'il s'appelle Cdiscount, deux, parce qu'il a beaucoup de matelas. Mais nous, on a un moyen, en fait, de montrer à Google que notre contenu est 100 fois meilleur, en fait. Et donc ça peut aider. Et le deuxième point, c'est qu'après, en fait, d'un point de vue netlinking, on fera du netlinking ce qu'on appelle sur des pages profondes. Donc, on fera du netlinking spécifiquement sur, par exemple, la page matelas. Là où Cdiscount, vous imaginez bien qu'il a autre chose à faire que de faire du netlinking. Matelas, pour eux, c'est déjà un niveau 4 de la page d'accueil. Donc, si vous voulez, il a quand même autre chose à faire que de faire ça. Donc, en fait, on va être vraiment hyper spécifique. Donc, ma reco, c'est il faut comprendre là où en fait on est vraiment dans la niche. On commence par la niche, un peu comme finalement la stratégie de toutes les startups. Hein. On commence par la niche à mort et après petit à petit on réétendra. Mais il faut vraiment avoir un sujet. Donc dans la formation, je ne sais pas sur quoi vous faites de la formation, mais ça vaut le coup d'avoir voilà un espace. Si c'est par exemple sur la formation, je ne sais pas en ressources humaines, d'être hyper fort sur les ressources humaines. Alors, Laura cherche à comprendre s'il y a un intérêt à créer un blog sur une plateforme différente de celle du site de e-commerce ou vaut-il mieux que les deux soient sur la même plateforme? Alors, c'est un tout petit peu la même question que tout à l'heure. Ouais. Et c'est en fait, mais je comprends très bien parce que c'est un vrai sujet et on a ça avec chaque projet. Dans un monde idéal, vous voyez ce qu'on avait avec Greenwiz, là. Moi, j'adore en fait si ça peut être au même endroit. En fait, parce que, encore une fois, d'un point de vue maillage interne et d'un point de vue conversion, ça va mieux marcher. Ce qui se passe souvent,
c'est que ça, c'est la vraie vie dans le monde idéal, quoi. Ce qui se passe quand on est une petite start-up et tout, c'est que potentiellement le site ici, il est géré par les développeurs et qu'ils ont 150 000 trucs à faire et qu'on n'a jamais le temps en fait de leur demander, enfin ils n'auront jamais le temps de faire le blog direct. Donc je dirais en un, si on peut, on le fait sur le site. Si on ne peut pas, effectivement, on le fait à côté avec un WordPress à l'ancienne ou n'importe quel autre CMS et ça sera très bien dans un premier temps. Je vous parlais de privatiseurs. Ils ont le blog à côté de la plateforme. Ça ne les empêche pas d'avoir plusieurs centaines de milliers de visites par mois en SEO. C'est-à-dire que là, on parle vraiment de dans un monde idéal, est-ce que vous pouvez faire mieux? Oui, si vous pouvez, c'est top si ça peut être sur le site. Une question de Marie qui nous explique qu'elle a plusieurs thèmes sur son site et que la page d'accueil parle également de ces thèmes. Donc, comment optimiser le SEO de cette page d'accueil? Alors, la page d'accueil, c'est souvent entre guillemets un faux problème en SEO parce que en fait, elle peut viser qu'un seul mot-clé, la page d'accueil. Enfin, c'est comme toutes les autres pages, et donc finalement, c'est le mot-clé qui résume toute votre offre. Donc, si ça correspond à vraiment un mot-clé hyper fort, moi par exemple, ça va être le mot-clé le plus concurrentiel, ça va être agence SEO. Si en fait ça ne fait que du regroupement, je vous montre par exemple ce que fait Conforama. Ben, en fait, ils ont un peu sacrifié la page d'accueil parce que, vous voyez, ils disent, ben, c'est du meuble, cuisine, électroménager, décoration, mais c'est hyper générique. En fait, ce qui va se passer, c'est que c'est vraiment sur le site qu'il y aura la catégorie meuble, cuisine, etc., qui vont vraiment, eux, viser les mots-clés concurrentiels. Donc, entre guillemets, les mots-clés, du coup, les plus concurrentiels, ça va être pour les noms des catégories, si vous êtes sur du e-commerce. Et sinon, voilà, il faut essayer de trouver si par exemple Conforama, est-ce que c'est des meubles de maison? Pour moi, est-ce que c'est agence SEO? Est-ce que par exemple dans la formation, est-ce que c'est peut-être formation tout court, formation en ligne? Voilà, en tout cas, le sujet, c'est que la page d'accueil, très souvent, vous voyez, elle va être très, ce qu'on appelle merchandisée, parce qu'on va présenter toute l'offre, on va montrer les trucs sexy, on va montrer des témoignages clients. Donc très souvent, en SEO, en fait, on n'arrive pas à l'optimiser à fond, et on va surtout l'optimiser sur ce qu'on appelle sur le nom de marque, c'est-à-dire faire en sorte qu'on s'assure déjà, c'est de la e-réputation de base, que quand on tape votre nom, c'est vous qu'on trouve. Alors, ouais. Ouais, une question de Mylène à propos des outils, selon l'outil que l'on choisit pour créer son site, soit Wix, Strikingly, WordPress, est-ce que ça va influencer également le SEO? Alors oui, ça c'est des débats éternels. Donc de la même manière que tous les consultants SEO vont vous expliquer que c'est les meilleurs, et ben toutes les plateformes de création de sites vont expliquer que ce sont les meilleurs tout court et aussi les plus adaptés en SEO. Ce qui est vrai, c'est que par exemple historiquement un Wix était pas très optimisé pour le SEO parce que c'était du full JavaScript. Mais aujourd'hui, en gros, c'est vraiment en gros, mais ils sont tous à peu près au même niveau. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui est idéal et il n'y en a aucun qui est vraiment catastrophique. Donc a priori, je dirais qu'il ne faut pas faire son choix en fonction de ça. C'est juste que si vous imaginez que votre site il va grossir, j'aurais plus tendance à partir, si c'est un site par exemple B2B, à partir sur un WordPress que sur un Wix, parce que c'est tout bête, mais je vais toujours avoir plus de plugins, d'extensions, enfin de choses, de freelance qui pourront m'aider si jamais j'y arrive pas, etc. Donc ça c'est un peu hors SEO. Et sur un site e-commerce, ce qu'on voit souvent, c'est je vais commencer gentiment par un Shopify par exemple, ou alors un WooCommerce sur WordPress, et en attendant de voir si jamais je grossis pour passer sur un PrestaShop ou un Magento plus tard, quoi. Mais je dirais, il y a tellement d'autres contraintes que ça ne doit pas être l'argument principal. Vous ne ferez pas de grosses erreurs en choisissant le CMS. Ok, merci. Jean-François pose la question de savoir comment faire du bon netlinking. Alors, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, le netlinking, en gros, l'idée, si vous voulez, c'est que en fait, il faut faire gaffe parce que le netlinking, donc en un mot, hein, pour ceux qui ne le savent pas, je l'ai très peu précisé, c'est faire en sorte qu'il y ait des gens qui parlent de vous. Et parce qu'en fait, là, la base de l'algorithme de Google il y a 20 ans, puisque Google a 20 ans, c'était en fait pour que votre site soit populaire, il faut que justement que les gens parlent de vous, donc qu'ils fassent des liens depuis leur site vers votre site. Donc, comment faire nous? C'est effectivement, il faut qu'on ait des liens et des liens de qualité. C'est-à-dire que par exemple, je pense que toutes les
les startups du village ont peut-être un backlink depuis le site du village by CA. Ça, c'est cool, parce que le site du village, c'est déjà un joli site, etc. Là où c'est pas exceptionnel, c'est que c'est pas un backlink thématisé. C'est-à-dire que c'est un backlink depuis l'univers startup, quoi, entre guillemets. Si vous avez aussi, par exemple, si vous avez fait une levée de fonds, vous allez avoir votre petit article dans Madines. C'est super aussi parce que c'est un très joli site et ça fait un backlink vers vous. Le must du must, en fait, c'est d'avoir des backlinks dans votre même thématique. C'est-à-dire qu'il n'y aura rien de plus fort auprès de Google que d'avoir des backlinks depuis en fait des sites qui font déjà autorité dans leur domaine. Donc, par exemple, pour Teddy Bear, ça serait d'avoir un backlink depuis UFC que choisir sur les matelas. Moi, par exemple, ça serait d'avoir un backlink depuis le journal du net qui parle beaucoup de référencement. Donc là, parce que en gros, le message que ça envoie à Google, c'est des gens hyper forts font des liens vers lui, ben c'est vraiment qu'il est encore plus fort. Donc là, par exemple, si vous êtes B2C et que vous travaillez aussi avec des influenceurs, alors les backlinks Instagram et tout ça, ça compte pas, c'est pas des backlinks. Par contre, ce qui peut être sympa, c'est que si ces gens-là ont des blogs, etc., c'est d'essayer de monnayer le côté allez, s'il te plaît, est-ce que tu peux aussi faire un petit lien sur ton site? Parce que tous ces sites-là, ça va vachement aider. Donc ça, c'est pour la partie naturelle. La partie un peu plus, si vous voulez, comment dire, marchande, c'est en fait de passer par des plateformes de netlinking. Donc nous, par exemple, on le propose et il y a des plateformes en ligne comme netlinking.fr, Rocketlinks, Getfluence, etc. où là, vous pouvez acheter des liens. Donc ces plateformes sont très bien faites. Il faut juste en fait s'y connaître un tout petit peu parce qu'il faut savoir en fait quel lien de quelle qualité j'achète, quel lien vaut quel prix, est-ce qu'un lien depuis tel site ça vaut 200 €, 500 €, 50 €, etc. Donc encore une fois, moi ce que j'aime bien faire en fait en netlinking, parce que je vous ai donné l'exemple d'Olibi, où en fait on n'en a pas fait parce qu'on a pu être promis sur des requêtes qui nous intéressaient sans en faire, c'est regarder sur quels mots-clés vous intéressent et à quel point ils sont concurrentiels ou pas. Ça vous donnera déjà une bonne idée sur est-ce qu'il faut en faire. Et après, moyennant des outils, vous pourrez regarder du coup quels sont les backlinks de chacun et voir si vous pouvez aller les prendre. Je vous donne un exemple ici. Là, dans l'outil, quand je voulais travailler Google Trends, là j'étais dans la partie netlinking. Je peux aller regarder en fait quels sont les backlinks de chacun des sites qui se positionnent. Je télécharge ça, ça me donne un Excel. Donc ça me donne les backlinks de tous mes concurrents. Et du coup, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais aller en fait contacter les gens qui ont fait des backlinks en leur disant « Eh oh, vous avez fait un lien vers Le Monde ou vers Sync with Google, est-ce que vous pourriez aussi me faire un lien ?» Alors là, il va se passer trois choses. Soit il ne me répond pas, c'est le cas le plus fréquent. Soit il me répond et il me dit « Oui, bien sûr, ça fera 300 €. » C'est aussi un cas fréquent. Soit en fait, il me dit « Non, en fait, justement, il m'avait payé pour le faire, je vais pas pouvoir le faire pour vous. » quoi. Mais en gros, ça va vous donner des idées du coup sur est-ce que vous en avez besoin et où le faire. Allez, on va prendre une dernière question. Je vois qu'il est 14h56. Alors, notamment d'un spectateur anonyme, donc il se reconnaîtra. Ah. Et d'ailleurs, il parle de sa réputation. Donc, il souhaite rester peut-être anonyme, je ne sais pas. En tout cas, il parle de réputation et de son site et cherche à savoir si sa réputation augmente grâce à son site ou si finalement ce sont deux points complètement séparés. Et si le cas échéant, comment augmenter sa réputation? Alors, là, ce qui peut être sympa, c'est finalement une manière de mesurer aussi si vous faites des actions de branding par ailleurs. Donc, imaginez, vous faites pour les plus fous d'entre vous de la pub télé, de la pub abribus surtout en ce moment, ou de la pub métro encore mieux. En gros, l'idée c'est que via la Search Console, comme Google vous donne en fait l'idée de tout ce que tapent les gens quand ils vous trouvent, ça peut vous donner une idée de voir qu'en fait sur votre nom de marque, la requête augmente. Donc là, je vais le faire, vous voyez, sur mon cas à moi, parce que hop, et je vais regarder par exemple sur les 16 derniers mois, et donc je vais regarder si en fait, est-ce que ma réputation augmente ou pas. Et donc ça va me dire ici, ah ben voilà, avant on me cherchait environ 10 ou 20 fois par jour et aujourd'hui peut-être aller 30 à 40 fois. Bon, c'est pas waouh, mais si par exemple, voilà, ça peut être un bon moyen de mesurer effectivement si vous êtes de plus en plus recherché. C'est qu'en fait un autre moyen, là j'étais sur la Search Console en vous disant, vous pouvez au moins déjà mesurer facilement qui vous cherche et comment il vous cherche. Vous pouvez aussi vous rendre compte des fautes d'orthographe, etc. Enfin bon, ça peut être assez intéressant. Un autre moyen, c'est de configurer, moi j'aime bien faire ça, un petit Google Alert. Et du coup, Fabrice, on terminera là-dessus. Si je veux savoir à chaque fois que Fabrice Marcella est mentionné quelque part dans Google, je crée une alerte. Et là, en fait, ça me donnera l'information à chaque fois qu'en fait il y a une mention sur le web de Fabrice. Google va
va m'envoyer un mail. Et donc, ça me permet de savoir que, par exemple, c'est des choses toutes bêtes, hein, mais j'ai eu une Google Alert sur la mention du village Baïséa quand vous avez fait le webinaire, quand vous l'avez annoncé, pardon. Et du coup, par exemple, ça me permet d'aller voir le site et de voir en fait si j'ai été mentionné, mais est-ce qu'il y a eu un lien? Parce que là, par exemple, c'était le cas, mais j'ai pas été chiant, mais je le serai plus tard. C'est qu'en fait, j'aurais pu dire à Fabrice, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire un lien vers mon site, auquel cas, juste la mention qui ne sert à rien d'un point de vue référencement se serait transformée en backlink vers mon site, et là, ça aurait été super.